Bien, bonjour à tous. Il est déjà 12h39. Nous avons un petit peu de retard, mais on va le rattraper pour vous dire que l'actualité aujourd'hui, elle est politique, elle est judiciaire, puisque ce matin, il y avait la convocation de Gaby Clavier, responsable du TSUGTG, devant le tribunal de Pointe-à-Pitre, grande instance. Visiblement, cette opération a échoué, puisqu'il y avait une forte mobilisation et on n'a pas vu le directeur du CHU qui était attendu. Grève dans les bureaux de poste, on en parlera plus tard. C'est un mouvement qui se dessine et ça aussi, nous aurons deux petits mots à dire là-dessus. Monsieur Losbar a été élu comme prévu président du Conseil général. C'était hier une élection sans rivalité puisqu'il a eu 26 voix sur les 41 possibles et quelques abstentions. Et puis on parlera de l'inauguration du pôle relais de petite enfance à Gourbert avec Vianney Valverde. Sinon, on va recevoir dans un instant, il est avec nous David Passebo, bonjour. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous les téléspectateurs de ZCN News. Il est conseiller formation à la CCIJ, c'est important, puisqu'il va parler de la formation de manager dirigeant de l'ESCP. On vous dira tout à l'heure ce que c'est que l'ESCP. On va recevoir ensuite Evelyne Ademar dans la chronique ABC des entreprises. C'est important dans cette période de faire le point, puisque les entreprises souffrent particulièrement. Et puis on va terminer avec Aline Mijoin, qui viendra nous présenter sa chronique habituelle en nous prenant Gardez-nous, vas-y en nous. Ben voilà le sommaire. Merci d'être avec nous en direct de ZCL, en direct de Canal 10, de Radio Tension et de C10 FM. On va faire tout de suite un petit focus sur, je vous l'ai dit, la formation de manager, dirigeant ESCP. Merci encore d'être avec nous, monsieur Passebo. Alors, et on va voir un diaporama tout à l'heure, mais je vous préciser le SCP pour les gens qui ne savent pas. Alors le SCP, Danick, et merci pour votre invitation, veut dire tout simplement École supérieure de commerce de Paris. C'est une des écoles les plus prestigieuses en métropole, en Europe et dans le monde, et qui forme donc des personnes post-bac à la préparation au concours aux grandes écoles de commerce. Mais ce qui nous importe aussi aujourd'hui, c'est que cette école s'adresse également à un public d'adultes, de cadres, de dirigeants, d'entrepreneurs qui ont envie de développer des compétences managériales au service de leur projet, au service de l'entreprise guadeloupéenne. Alors, quel est le niveau de recrutement global? Alors, le niveau de recrutement, donc, s'adresse quand même à des personnes qui ont un niveau Bac plus 3, Bac plus 2, Bac plus 3, mais surtout, nous ne sommes pas figés sur le niveau de diplôme initial à l'entrée. Ce qui importe surtout, c'est l'expérience professionnelle. Il faut justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans pour pouvoir prétendre. C'est-à-dire qu'il faut être déjà en entreprise, c'est ça? Alors, pas forcément être déjà en entreprise, mais ça peut être aussi une personne qui a comment dirais-je, une expérience déjà sur le terrain, mais qui n'est pas forcément en poste. D'accord. Parce que le marché aussi évolue. Vous avez aussi des personnes qui ont envie de créer. On est sur un territoire qui a un fort taux d'ailleurs de création d'entreprises, avec beaucoup de porteurs de projets. Et donc c'est important justement de leur proposer. C'est ce que nous faisons à la Chambre avec notre partenaire, le SCP, avec lequel nous sommes en partenariat d'ailleurs depuis 2008-2009. Vous voyez, on est en train de préparer justement une nouvelle promotion, une 8e promotion. Alors, la question qui se pose souvent, tout à l'heure, j'étais à une réunion avec les élus de la Guadeloupe qui vont bientôt rencontrer un collectif. Vous savez qu'il y a des négociations qui sont en l'air. Et j'ai entendu 2 parlementaires et même le président de région dire c'est bien de former des jeunes guadeloupéens, mais il faut qu'ils reviennent. Oui. C'est la grosse difficulté à ce moment. Oui, vous avez raison, Danick. C'est vrai qu'il y a pas mal de nos jeunes, pas mal d'entrepreneurs qui ont connu peut-être des vicissitudes ici ou qui sont déçus et qui repartent. Pour autant, la formation est un des 2 piliers, je dirais aussi, de la Chambre, de ce qu'elle peut proposer sur notre territoire, avec tout ce qui est assistance technique, accompagnement aux entreprises, bien sûr. Mais il ne faut jamais désespérer, et nous avons effectivement, à travers les formations que nous développons avec notre partenaire, le SCP, la possibilité d'offrir à notre public guadeloupéen de parfaire justement leurs compétences, leurs compétences managériales, sur une nouvelle formation d'ailleurs, avec un nouveau format. Jusqu'à présent, nous proposions la formation de manager dirigeant sur
un format d'un an et demi à peu près, et nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que nous répondions mieux aux besoins de nos acteurs économiques locaux, qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient cadres, qu'ils soient donc porteurs de projets, entrepreneurs. Et nous proposons donc, à partir d'avril prochain, 2022, une formation qui va être beaucoup plus courte dans le temps, puisqu'elle va durer une année, avec moins de modules, mais avec, comment dirais-je, une approche beaucoup plus pratique pour nos chefs d'entreprise, pour les aider à développer leurs compétences managériales, mais sur une formation plus courte, puisqu'elle va durer une année, et elle va aussi permettre à ces porteurs de projets, à ces cadres, à ces dirigeants, d'être aussi accompagnés de façon plus flexible, puisqu'il y aura des modules à distance. On s'adapte à l'ère du temps. Et puis, nous aurons également des projets qui seront mieux tutorés, mieux suivis, sur des problématiques professionnelles liées à nos entrepreneurs locaux. Parce qu'il faut savoir que c'est le même diplôme, c'est les mêmes formations qu'à Paris, mais elles sont contextualisées, elles sont adaptées, absolument, Danick, elles sont adaptées à nos réalités locales, et elles permettent également donc, à nos entrepreneurs, bien évidemment, de faire des économies, parce que s'ils devaient partir en métropole, vous pensez bien aller se former, eh bien ça leur coûterait beaucoup plus cher, alors qu'en étant formés sur place, dans leur environnement, eh bien, ça leur permet donc de pouvoir, je dirais, ne pas partir et puis faire des économies dans leur environnement local. Mais est-ce que ça signifie aussi que les entreprises guadeloupéennes jouent le jeu, c'est-à-dire qu'on a un jeune formé comme manager ou dirigeant, il y a une possibilité d'être recruté sur place? Voilà. Alors, il faut savoir qu'effectivement, cette formation s'adresse à des personnes qui sont en poste, donc qui sont déjà recrutées, mais elle s'adresse aussi effectivement, vous avez raison de le souligner, à des personnes qui ont un parcours qui a peut-être été, je dirais, saccadé pour diverses raisons. Ça arrive, ça arrive, puisqu'on s'est fini le temps où vous rentriez dans une entreprise et que vous faisiez votre carrière intégralement dans la même entreprise. Pour diverses motivations, vous pouvez être amené à changer d'entreprise parce que votre entreprise a des difficultés. Vous-même, vous avez envie de relever de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Vous avez envie donc de vous lancer dans la création, de donner un nouvel élan à votre carrière. Et justement, cette formation que nous proposons permet justement de pouvoir répondre à toutes ces attentes. Oui. Alors, l'autre question que je vais vous poser, puisque vous êtes conseiller de formation à la CCIG, ça veut dire que vous êtes en contact réel avec tous ces, j'ai envie de dire, les demandeurs de formation. Comment ça se passe d'une manière générale? Alors, tout à fait. Ma mission en tant que conseiller de formation, c'est donc d'accompagner les différents publics sur du territoire. Donc, je veux parler des dirigeants, des cadres, des salariés, des porteurs de projets, aussi des jeunes aussi qui sont intéressés par une formation, soit parce qu'ils ont décidé effectivement, ils ont un projet très précis en tête, ou parfois un peu moins. Et le conseiller de formation que je suis est là pour essayer avec eux de trouver la meilleure formation, la meilleure solution possible à leurs besoins. Donc c'est vraiment une mission de conseil, d'accompagnement qui va leur permettre justement d'essayer de trouver, je dirais, chaussures à leurs pieds, de trouver véritablement une formation qui correspond à leurs besoins adaptés. La formation est un outil au service de celui qui veut la faire pour l'aider à progresser par rapport à son projet professionnel. Et il y a des nouveautés concernant cette formation? Absolument. Donc, nous avons effectivement des nouveautés. Pourquoi? Parce que l'environnement professionnel est en pleine mutation. Il y a des transformations digitales, des transformations des écosystèmes. Vous avez plein de choses qui bougent. La crise sanitaire que nous connaissons, les transformations digitales sont là pour le prouver. D'ailleurs, hier, le Premier ministre français disait qu'il va falloir développer le télétravail. Enfin, en France, mais je ne doute pas que tôt ou tard, cette mesure va venir s'appliquer à la Guadeloupe. Voilà, absolument. Les pratiques, d'ailleurs, vous savez, les habitudes des consommateurs ont beaucoup changé. Aussi. Les personnes consomment de plus en plus aussi sur Internet, sur le web. Donc, il faut s'adapter à cela. L'e-commerce s'est développé. Mais oui, vous avez des problématiques aussi de motivation du personnel qui sont de plus en plus prégnantes. Vous avez aussi la notion de bien-être qui doit aussi être mieux prise en compte aussi dans les transformations aussi des pratiques managériales. Donc tout cela nous a amené, avec notre partenaire le SCP, à proposer non seulement un programme long,
de 448 heures, long, mais en même temps ramassé dans le temps sur une année. Mais également avec des spécialités, et c'est là où je veux en venir aussi, avec des spécialités liées à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprise, comment monter un modèle donc, qui correspond à ce que j'ai envie de faire de façon innovante. Nous avons une deuxième spécialité aussi sur les 3 qu'on propose, qui touche beaucoup plus donc, à l'e-commerce, avec les nouveaux canaux de distribution. Et puis, vous savez, nous avons introduit aussi, comme je le disais à l'instant, tout ce qui est pratique managériale, comment mieux développer ses compétences managériales, comment mieux développer des outils de performance, de pilotage. Et tout ceci, nous avons essayé de les prendre en compte pour répondre aux besoins qui s'expriment sur le territoire. Et de plus, ces formations sont certifiantes, j'imagine. Les formations, absolument, sont certifiantes. Donc, ça veut dire que la personne, effectivement, qui fait cette formation, soit de façon intégrale ou par bloc de compétences, parce qu'il s'agit de cela, par spécialité, ressort de là avec un certificat. Et ce qui est important aussi dans notre approche, c'est de noter que nous essayons de proposer aussi ces formations de telle manière que ça ne bouscule pas les habitudes du chef d'entreprise, du dirigeant, du porteur de projet. En ce sens que ce sont des modules qui durent chacun 3 jours. En général, ils ont lieu une fois par mois, à raison d'un format de 24 heures, du mercredi au vendredi, ce qui laisse tout loisir à l'apprenant d'avoir le lundi et le mardi pour lui. Oui. Alors, on peut dire que c'est un vrai levier pour la montée en compétences des cadres guadeloupéens et des créateurs d'entreprise, cette formation. Oui, c'est un vrai levier. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Vous savez que quand on a fait un petit peu de sondage sur ce que sont devenus les anciens qui l'ont fait, nous avons par exemple un apprenant des premiers en promotion qui est actuellement en Nouvelle-Calédonie, qui est directeur donc, du port en Nouvelle-Calédonie. Donc vous me direz, il n'est pas resté peut-être sur place, mais il a eu des opportunités pour pouvoir évoluer, donc il les a saisies et il a bien raison. Mais sur le territoire, nous avons aussi, bien sûr, la plupart de nos apprenants sont restés sur place et ont pu développer des compétences managériales pour développer la stratégie de leur entreprise, soit parce qu'ils sont en poste, donc le spectre de toutes je dirais, de leurs compétences s'est élargi au service de leur entreprise, mais il y en a aussi qui ont changé d'entreprise et qui ont pu évoluer, absolument. Oui, alors David, quand même, je pense que les gens qui nous regardent et qui vous entendent, puisque vous êtes conseiller de formation à la CCIG, se disent « Ok, mais comment y adhérer, comment entrer en contact, comment participer à ce genre de formation ?» Oui, alors donc pour pouvoir, je dirais, se rapprocher de nous, c'est très simple. Ils peuvent me contacter au 06 90 57 96 40. Vous pouvez reprendre 06 90. Bien sûr, je répète donc 06 90 57 96 40. Ils peuvent me joindre, c'est mon portable professionnel, ils peuvent me joindre sans difficulté ou me laisser un SMS si je ne réponds pas tout de suite, mais en général, je réponds quand même assez rapidement. Nous avons également une adresse email générique que l'on peut utiliser, qui est l'adresse suivante, DFCI, comme direction de la formation continue et initiale, dfci@guadeloupe en toutes lettres, .cci.fr. dfci@guadeloupe.cci.fr. Et notre offre de formation est également visible sur le portail de la CCI. Donc j'invite tous ceux qui veulent avoir plus d'informations aussi à utiliser ce biais. Donc www.guadeloupe.cci.fr. Alors David, est-ce qu'il y a, en tant que conseiller de la formation, d'autres sujets, puisque vous êtes là, autant profiter, vous informer nos téléspectateurs et les gens qui nous regardent? Oui, Danick, je vous en remercie. Je voudrais dire aussi que le métier de conseiller, pour revenir un peu à votre question préliminaire, c'est aussi de proposer, bien sûr, les meilleures solutions possibles, adaptées aux besoins, je dirais, de celui qui veut ou de celle qui veut faire la formation. Mais c'est aussi d'accompagner, et c'est important aussi, dans la recherche de solutions de financement. Parce que ce qui se passe aussi, c'est important parce que il arrive aussi quelquefois qu'il y ait un peu de frilosité de la part de chefs d'entreprise ou bien de salariés ou d'un porteur de projet en se disant « Ouh là là, j'ai envie de faire une formation, mais je ne franchis pas le pas parce que la formation coûte cher ou j'ai pas... » Non. Il y a des dispositifs qui existent. Et il faut savoir que nous, à la Chambre, en tant que conseiller, je suis là aussi pour pouvoir leur dire, les orienter vers les
je dirais, les différents financeurs possibles, les aider à monter leur dossier de financement de manière à ce qu'ils puissent, en définitive, faire la formation. Alors, sur tout ce que vous venez de dire, qui est important pour les gens qui attendent les formations, mais qu'est-ce que vous, en tant que conseiller en formation, vous attendez? Quelles retombées vous espérez? Alors, ce que nous attendons, c'est que nous sommes là, bien évidemment, pour pouvoir faire vivre, je dirais, notre outil de formation. Mais quand je dis le faire vivre, l'outil de formation de la CCI, c'est le proposer véritablement au service de nos acteurs locaux. Oui. On est sur un territoire qui est petit et qui subit effectivement la crise que nous connaissons. Oui, bien sûr. Mais il faut se dire aussi que la formation, c'est un outil. C'est un outil au service, vraiment un levier, j'ai envie de dire, au service de celle ou celui qui veut le saisir, qui veut la saisir, en l'occurrence la formation, pour pouvoir justement se réaliser, développer un projet. Parce que quand on a vu déjà de très très beaux exemples de personnes, comme je le disais, qui ont fait des formations et puis qui se réalisent parce qu'elles ont pu développer leur chiffre d'affaires, elles ont pu ouvrir leur commerce, elles ont pu, je dirais, faire une formation parce que ça leur a permis justement de progresser. Et c'est ça que je veux dire. Je veux dire qu'il ne faut pas se dire, comme c'est la crise, donc on ne peut plus rien faire. La Chambre est là, plus que jamais, pour aider celle ou celui qui veut le faire à vraiment se réaliser, à développer son projet. Alors, donc, je rappelle, donc, nous sommes encore avec David Passebourg, qui est conseiller de formation à CCIG, qui vient de proposer une formation, on peut dire, quand même de haut niveau, la formation de manager dirigeant ESCP à l'École supérieure de commerce de Paris. Et avec toutes les modalités, il a bien expliqué. Par contre, il faudrait peut-être redonner les coordonnées si des gens qui vous regardent et qui nous regardent en ce moment, un jeune ou un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est en entrepreneuriat aujourd'hui, puisse vous contacter. Oui, je vous en remercie de me donner l'opportunité à nouveau. Donc, je suis disponible au 06 90 57 96 40, 06 90 57 96 40. On peut également donc nous écrire à dfci@guadeloupe.cci.fr, dfci@guadeloupe.cci.fr, et puis nous avons le portail de la Chambre, www.guadeloupe.cci.fr, sur lequel nos services de façon générale à la Chambre sont visibles, et singulièrement donc notre offre de formation. Juste un petit dernier détail quand même. Il y a une date, une deadline pour les inscriptions et pour le début des formations, ou bien c'est Vous avez raison, Danick, de revenir là-dessus. Oui. Il n'y a pas de deadline pour l'instant. En tout cas, comme nous ambitionnons d'ouvrir cette 8e promotion au mois d'avril, les inscriptions sont déjà ouvertes. Les personnes peuvent déjà se rapprocher de nous. Oui. Et bien évidemment, plus elles s'y prennent tôt, et mieux on pourra traiter. Il y a un nombre, il y a une jauge, comme on dit. Il y a une jauge à peu près de 20 personnes que nous prenons pour assurer la qualité aussi pédagogique des enseignements. Et le suivi. Et le suivi, bien sûr, absolument. Voilà. Bon, écoutez, David Passebourg, merci d'être venu nous dire tout ça. Et j'espère que les téléspectateurs, surtout chefs d'entreprise ou jeunes enfants désireux de formation, ont bien pris. On sait qu'on va rappeler en fin de journal les numéros de téléphone qui ont été donnés. 12h57, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour le développement des titres de l'information et aussi pour nos prochains invités. On va parler encore d'entreprise puisque Evelyne Adéman viendra faire sa chronique des entreprises. C'est très important. tout de suite. Voilà, il est exactement 13h04. On revient à l'actualité. Je vous dis, l'actualité aujourd'hui, elle était judiciaire, mais elle était aussi politique. On parlera d'abord du judiciaire, puisque Gaby Clavier, l'ancien secrétaire général de l'UTS-UGTG, était appelé aujourd'hui devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Pourquoi ? Parce que, semble-t-il, il aurait fait des menaces de mort au directeur du CHU, monsieur Gérard Cotelon. Gérard Cotelon, on ne l'a pas vu. Gaby Clavier était là. Il y avait une mobilisation devant le tribunal. Et Michel Héraclide a rencontré Gaby Clavier. On regarde tout de suite cette interview. Bien, ça nous qu'a dit, là, on voit le président qui a répété encore. Là, on voit pas tuer, on va pas mort. OK? Ça veut dire tout ça qu'on fait au monde, nous peut faire au lit. Il y a le Guadeloupe, dans tout l'hôpital, clinique, facilement handicapés. OK? Criminel pour les gens qui sont licenciés, mais criminel également pour les malades qui pas ni soins. Des malades qui ne peuvent pas accéder aux soins. Des malades qui déjà depuis l'année de Kagoumé puis opérer savoir mon soigner correctement. Aujourd'hui là, on prend un vaccin, on peut empêcher les malades soignés. Ça c'est des criminels.
et il n'y a pas de vaccin, encore une fois, qui a résolu le problème en Guadeloupe. Nous avons bien dit, si on prend en charge correctement les 100 000 Guadeloupéens qui ont morbidité en Guadeloupe, nous pas tenir 500 en 3 mois dans CHU La Pointe. Donc aujourd'hui, nous avons confirmé, c'est ça, on l'a posé là aujourd'hui là. C'est qui est responsable, à drame social là, drame humain là, drame professionnel là qui est en train de construire en Guadeloupe là. Aujourd'hui là, on peut dire ça, des infirmiers libéraux, des médecins, des cardiologues, des kinés, des psychologues, des infirmiers, des cuisiniers, des centaines de Guadeloupéens, des centaines de familles. Là, on a 5000 personnes qui viennent ici, mais mettez au 4. Combien de monde qui a foutu dehors? Rapportez à la population française qui a fait des centaines de milliers de personnes qui sont mettre en difficulté. Donc, les gens qui a dit aujourd'hui là, que parce qu'encore une fois, travailler en lutte, parce qu'encore une fois, travailler à dénoncer, parce que la jeunesse joue un mouvement qui a conscience de là, c'est des criminels. Crime là, c'est eux qui ont organisé. Ils ont organisé depuis l'esclavage, ils ont organisé depuis les canina, et ils ont continué à organiser aujourd'hui là pour des sociétés qui sont soi-disant éclairées vis-à-vis des gens qui font l'école, qui font études, qui misent avec famille pour réussir professionnel, pour ni un métier. Aujourd'hui là, ils ont changer de métier parce qu'il n'y a pas pour vaccin. On vaccin, on sait qui non seulement n'est pas protéger, il n'est pas protéger non plus pour d'autres gens qui sont entourés. On vaccin que aujourd'hui là, quand ça pipe, protéger, il faut prendre 1, 2, 3, 4, 5 doses. À part ça, ils dit nous avant. Ils disent nous, on ne pas porter masque, pas mettre gel, pas briser gants, pas ouper travail. Ils font mon travail à l'hôpital alors qu'il y a eu Covid. Ils mettent dans la même chambre là à l'hôpital, les gens qui ont Covid, les gens qui n'ont pas Covid. Aujourd'hui là, qui est criminel, c'est nous. Ou ces autres qui organisent, organisez-moi un monde, parce que comme ça, pas de travail, parce que pas de place, parce que pas de médicaments, parce que pas de respirateurs, parce que pas de encore une fois organisation des soins corrects, qui est en ville, qui est à l'hôpital. Je dis là, c'est des centaines de Guadeloupéens qui m'ont pas faute à eux. Voilà, Gabi Clavier, c'était ce matin devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Alors, on revient à l'élection hier de Guy Losbach comme président du département. Il n'avait pas de candidat face à lui. Il a donc été élu, je veux dire, majestueusement et devant la caméra de Grégory Labs et de Nico Hachi. On regarde, c'était hier à Bastia. J'ai eu l'occasion de signaler donc, le geste de la minorité et ce qui crée les conditions d'une cohésion au niveau de l'ensemble des conseillers départementaux, cette unité, ce rassemblement pour que nous soyons encore plus performants dans nos actions et le signe qu'on donne aussi à la population. Non, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu donc, de candidat en face. Et comme j'ai eu l'occasion de l'annoncer, nous ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse travailler ensemble. Majorité, minorité. Et d'ailleurs, même dans le fonctionnement, j'avais l'occasion de le signaler, le président de la commission des finances, c'est quelqu'un de la minorité, ce sera maintenu. Et d'ailleurs, c'est lui qui va présenter les modifications budgétaires dans un instant. Non, ce qui est clair, donc il était nécessaire qu'il puisse y avoir cette installation pour que la collectivité départementale puisse avoir toute sa dimension et sa force. Mais nous avons toujours été présents dans le cadre donc, du conflit et c'est l'occasion aussi pour moi de saluer le travail qui a été accompli par Jean-Philippe Cautroy dans des conditions particulières et au pied levé, on a vu comment il a su mener à bien tous ces différents dossiers avec quel brio. Oui, mais il y a déjà la discussion d'ailleurs, région-département, nous sommes dans le cadre d'un contrat de gouvernance concerté et nous travaillons tous les jours ensemble sur les mesures à proposer. Vous avez vu dans mon discours, j'ai annoncé quelques pistes, mais rassurez-vous, il y a tout un ensemble de dispositifs que région et département, nous allons pouvoir présenter pour sortir de cette crise. Oui, puisque pour la jeunesse, il faut déjà mieux connaître les dispositifs. Donc au-delà des dispositifs, c'est notre méthode. Je l'ai dit dans mon discours, notre méthode, mettre en place des ambassadeurs de la jeunesse, accentuer la proximité, travailler avec les communes, travailler avec les groupes de jeunes, travailler avec les associations pour que dès lors qu'il y ait un dispositif, quel que soit le jeune, quel que soit le lieu où il habite, pour qu'il puisse maîtriser ce dispositif. J'ai aussi annoncé qu'en matière de politique de la ville où il y a plusieurs interférences concernant la jeunesse, qu'on puisse considérer que les dispositifs soient étendus à l'ensemble de la Guadeloupe et non pas quelques communes, quelques quartiers. Toujours au chapitre politique, je vous disais donc qu'il y avait, vous avez dû vous en rendre compte, une rencontre entre les élus
de la Guadeloupe, le président du Conseil général, le président de l'Association des maires, le président l'OSBA aussi, et un certain nombre d'élus, puisque le collectif avait rencontré ces élus la semaine dernière. Il y avait un protocole de méthode qui avait été proposé aux élus. Aujourd'hui, les élus devaient y répondre. Alors, la réunion s'est déroulée, on peut dire, la conférence de presse s'est déroulée assez très calmement. Les élus ont fait part de leur position, mais, il y a un mais. On se souvient que la semaine dernière, lors de la conférence de presse initiale, M. Chalus, mais aussi M. Losbar, avaient précisé que la décision avait été prise de demander une délégation interministérielle présente pour pouvoir commencer ces négociations. Au moment où nous vous parlons, effectivement, le courrier est parti en direction de la présidence de la République, mais il n'y a toujours pas de réponse. Et donc, on ne sait pas si cette délégation interministérielle sera réellement en place, puisque, entre-temps, le ministre Lecornu a adressé un courrier au préfet, et le préfet s'est trouvé dans la situation d'être contraint ou d'être délégué, en tout cas, de représenter l'État. Alors, que va-t-il se passer? Alors, le calendrier est le suivant. Le protocole des syndicats, des collectifs a été proposé. Il a été examiné par le collectif des maires, président du Conseil général, président de l'Association des maires, etc. Il y aura une nouvelle rencontre et ensuite, point d'interrogation, est-ce que réellement il y aura une nouvelle rencontre avec le collectif, mais aussi avec un représentant de l'État? La question reste posée. Nous ne sommes pas en mesure de porter réponse. Ce soir dans le journal, vous verrez les déclarations d'Harry Chalus et de M. Losbar et aussi le président de l'Association des maires. Pour l'heure, il est 13h12 et nous avons l'honneur et le plaisir de revoir notre amie et chroniqueuse ABC des entreprises. Je vais parler d'Emeline. Bonjour Emeline. Bonjour Danick. Tout va bien? Oui, ça va. Bon, d'accord. On est content de te revoir, même si les sujets sont toujours compliqués en période de crise sociale et de crise entrepreneuriale. J'ai juste envie de vous poser une petite question. Tous ces jours, c'est comment on a travaillé en télétravail C'est-à-dire que c'était un mix. Il fallait trouver les solutions les plus adaptées. Tu as eu énormément de salariés qui ne pouvaient pas atteindre leur lieu de travail. C'est là que effectivement les nouvelles technologies prennent toute leur place. Oui. Donc pour tous ceux qui en ont... Ah, ça, j'ai jamais dit ça il y a quelques années. Comme quoi, j'avais prévu ça. Il faut avoir une bonne connexion Internet pour ça, notamment tout ce qui est prestataire de services. Et donc effectivement, le télétravail est favorisé. Eh bien, c'est parti pour la chronique des ABC des entreprises et on va parler des conditions et modalités de versement de l'indemnité inflation. Qu'est-ce que c'est l'indemnité inflation? Comment doit-elle versée? Emeline, on attend votre réponse. C'est parti. Alors, qui est éligible à cette indemnité? Comment doit-elle verser aux salariés et aux agents publics résidents ici? Alors, il faut déjà savoir que l'indemnité, l'indemnité inflation, déjà, c'est une bonne nouvelle dans ces temps de crise. Quand même, il y a quand même des bonnes nouvelles. Que j'ai essayé de venir ramener aujourd'hui. Tant mieux. Et en fait, c'est une indemnité qui sera versée au courant du mois de décembre. Alors, elle a été mise en place. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une observation relative à l'augmentation des coûts de matières premières, des coûts d'achat et autres, notamment entre la France métropolitaine et les dom-tom. Donc, du coup, cette indemnité a été mise en place, notamment dans toute la partie liée aux collectivités d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon. Mais en fait, elle concerne surtout tous les salariés et les agents publics qui résident donc sur l'ensemble de ces territoires. D'accord. Alors, le bénéfice de l'indemnité est-il conditionné à une limite d'âge? Je pose la question quand même. Et l'indemnité est-elle réservée aux salariés et agents publics employés en octobre spécifiquement? Alors oui, effectivement, c'est une particularité quand même. Il faut être âgé d'au moins 16 ans au 31 octobre 2021. Donc c'est vrai que y a énormément d'analyses par rapport à ce mois d'octobre. Donc c'est vrai que c'est une prime qui vient un peu
encore un peu plus complexifier nos travaux tous les jours, mais effectivement, ça va être une donnée non négligeable. Et il faut savoir que les employés et les salariés qui sont concernés sont ceux qui sont embauchés au cours du mois d'octobre 2021, et ce, quelle que soit la durée de leur emploi en octobre. Donc c'est vrai que c'est une particularité. Oui. Il faut savoir donc que les personnes qui sont en contrat ou qui ont eu un contrat de travail pendant cette période, quelle que soit la durée, comme je disais, ils sont éligibles. Alors par exemple, un salarié qui a été embauché et qui a commencé le 1er septembre 2021 et qui s'est arrêté par exemple le 15 octobre 2021, par exemple au CDD, eh bien, il est éligible à cette prime. D'accord. 1er septembre, 15 octobre, éligible. Un contrat de travail qui commence le 18 octobre 2021 qui se termine le 22 octobre 2021. Aussi éligible. Aussi éligible. Mais alors, un salarié qui commence le 1er janvier et qui termine le 24 septembre, n'est pas éligible à la prime. Bizarre, ça. Ah ben oui, mais écoute, ce sont les conditions de cette fameuse prime. Alors, les salariés employés, agents publics au mois d'octobre et qui ne sont plus en contrat avec l'employeur au moment du versement de l'indemnité, est-ce qu'ils pourront en bénéficier? Alors oui, et ça même si le contrat a déjà été rompu. Donc en effet, l'employeur pour lequel le salarié travaillait en octobre doit verser l'indemnité dans les mêmes conditions que pour les autres salariés. Autant te dire tout de suite, Danick, qu'il va y avoir aussi pas mal de choses à faire en termes de gestion de la paye, puisque tu as des personnes qui sont déjà parties, qu'il va falloir re-rentrer, histoire de pouvoir leur verser la prime. Et il n'est pas tenu compte de l'absence effective du salarié. Donc, par exemple, un salarié qui est en congé pendant cette période, il va pouvoir percevoir cette prime. Par contre, une mère qui est en congé maternité ou en congé longue durée... Ça m'intéresse, oui, effectivement. À temps complet ou en congé parental d'éducation pendant cette période, la personne qui va lui verser, ce ne sera pas son employeur. Pour le coup, ce sera la sécurité sociale. D'accord. Et il faut savoir effectivement que pour autre cause, maladie ou autre, dès lors qu'en fait, ils ont perçu une rémunération en octobre et qui répondent aux conditions que j'ai énoncées précédemment, ils y sont éligibles. Alors, quels sont les salariés qui sont éligibles à cette indemnité? Alors justement, tu as tous les salariés qui sont placés sous contrat de droit privé, donc ça c'est les salariés basiques en fait qu'on connaît, agents publics en activité, les apprentis et autres alternants, donc les contrats de professionnalisation, y ont droit. Les stagiaires qui perçoivent une rémunération supérieure à la gratification minimale, donc c'est vrai que tu sais, il y a une gratification lorsqu'un stagiaire effectue plus de 3 mois dans une entreprise, donc ceux-ci aussi sont éligibles. Les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, c'est-à-dire les présidents de SAS par exemple, qui ont un contrat annexé, ils sont éligibles. Les titulaires d'un contrat d'engagement, les vendeurs à domicile ou travailleurs, même les travailleurs à domicile aussi y ont droit. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe une condition de rémunération? Je dirais cette dernière doit-elle tenir compte de l'ensemble des salaires perçus de son employeur? Alors oui, la condition, en fait, c'est de percevoir, on va dire, en moyenne 2 000 euros net. Enfin, ne pas percevoir plus de 2 000 euros net par mois. Et il faut savoir qu'en fait, l'analyse va être portée sur la rémunération que le salarié aura perçu entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021. Et on va apprécier en fait cette partie-là en se disant que du 1er au 31 octobre, il ne faut pas que le salaire ait dépassé pour le coup 26 000 euros brut. Brut. Alors net, c'est pour que le salarié sache à peu près à quel stade il en est. 26 000 euros brut, c'est pour l'employeur, et en sachant que si un salarié estime qu'il n'y a pas droit, qu'il n'est pas éligible à la prime, qu'il doit en informer son employeur. Et quelles démarches devront réaliser les salariés ou les agents publics susceptibles de percevoir ces indemnités? En fait, normalement, le versement de la prime, elle est censée être automatique. Effectivement, ce sont les employeurs qui, eux, vont directement calculer les seuils que je t'ai énoncés précédemment. Par contre, comme je disais, si jamais un salarié a plusieurs employeurs et que plusieurs employeurs sont susceptibles de lui verser cette prime, il doit en aviser ceux qui ne seraient pas concernés. Ah ben oui, non, ben oui, parce que ce serait trop beau. Sinon, ça veut dire que tout le monde verse. Et cumuler les primes. Exactement. Donc après, il y a aussi une analyse qui sera menée au cas, par salarié. Donc c'est vrai qu'il faut qu'ils se renseignent là-dessus, parce que tout dépendra de la durée du contrat. Si jamais on a plusieurs employeurs simultanément, celui chez qui on a le contrat le plus long, si jamais on a terminé plusieurs contrats au 31 octobre, celui chez lequel le contrat aura été, ce sera terminé en dernier. Donc c'est vrai que c'est quand même assez relatif, enfin c'est assez complexe, mais là-dessus on peut toujours trouver des informations concernant cette prime qui sera versée. Alors justement, on revient sur le cumul d'activités salariées indépendantes où l'agent public doit-il avertir son employeur? J'imagine, oui. Eh bien oui, puisqu'en fait, l'indépendant, c'est-à-dire celui qui va exercer, une activité de prestation et qui est en même temps salarié, il percevra en fait de toutes les façons cette prime de la part de sa caisse de CGSS, en fait, sa caisse
des indépendants. Oui. Du coup, effectivement, s'il est salarié en même temps, il doit informer son employeur qu'il aura déjà aussi cette prime pour ne pas avoir, on va dire, un doublon de perception. Et le montant est de combien? Alors, on a dit tout ça là, mais c'est un petit montant de 100 €. Mais c'est Et quand tout même... ça de conditions Tout pour ça 100 de euros. choses pour 100 €. Autant de bruit pour rien, oui. Enfin. Mais enfin, ça peut toujours mettre un peu Bon, de 100 beurre euros, oui. dans les épinards. Le plein, c'est deux pleins. Voilà, c'est non négligeable, Oui, Danick, en d'accord. sachant que l'indemnité n'est pas saisissable et qu'elle n'est pas soumise à cotisation, l'impôt, oui. ni à imposition, ni à contribution, et qu'elle n'est pas prise en compte non plus pour vérifier l'éligibilité aux droits sociaux. Donc j'ai envie de te dire, si tu gagnes 1 200 € net, c'est quand même pas mal d'avoir 1 300 au lieu de 1 200. Il y a une date pour le versement de cette indemnité? Tout à fait, donc elle sera versée courant du mois de décembre 2021. C'est pour ça que je l'ai choisi, voilà, c'est une prime actuelle. Donc en ce moment. Exact, sauf impossibilité pratique de l'employeur de mettre en place. Et donc, dans ce cas-là, elle doit être versée au plus tard, le 28 février 2022. C'est ce qu'on comprend bien. C'est d'un premier temps, c'est l'employeur qui verse et après il est remboursé. Tu as tout compris, Danick. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, nos chefs d'entreprise, dans cette période de crise, vont devoir se substituer partiellement à l'État. Oui. Donc, pour aider leurs salariés. Donc ils vont verser. Mais comment le chef d'entreprise va récupérer ces 100 €? Ils remboursent en fait en imputant directement sur le montant des cotisations qui sont dues au titre de la période écoulée. Donc en fait, lorsque les cotisations vont être calculées, l'ensemble des indemnités de 100 € qui ont été versées seront retenues directement sur la cotisation. Là, il y aura un petit souci. Parce que dans le cas des alternants, dans les alternances en entreprise, la cotisation salariale est minime. Est très, très minime. Elle n'arrive même pas à 50 €. Tout à fait. Alors, dans ce cas-là, c'est vrai que normalement, il va y avoir un crédit parce que si jamais le montant qui a été versé, les 100 € excède le montant des cotisations qui sont versées, alors il y en a toujours quand même un petit peu des cotisations, puisque tu payes toute la partie liée à l'accident du travail et autres. Donc, c'est très minime, mais ça existe. Donc, au fur et à mesure, ce sera reporté chaque mois jusqu'à ce que tu apures en fait le montant qui aura été versé. Bon, enfin, on verra ça. Alors, et bien évidemment, des contrôles peuvent être réalisés. Oui, tout à fait. Les URSSAF, CGSS, toutes les caisses peuvent effectivement vérifier que les sommes déduites correspondent à celles qui lui auraient dû être au titre de l'indemnité inflation et qu'il n'y a pas eu en fait d'exagération de la part de triche à la fois de l'employeur et à la fois du salarié. Bien, merci pour cette bonne nouvelle. Ce n'est pas souvent que Emeline vient dans son ABC entreprise donner de bonnes nouvelles, mais enfin, c'est une bonne nouvelle de 100 € quand même. Oui. Appréciable. Oui, ce mois-ci. Oui, surtout par les temps de crise. Oui, par les temps de crise, par les temps de Noël quand même. Mais il y a même une autre prime qui est prévue, mais enfin, on n'en parle pas encore. C'est la prime essence qui va être de 100 € aussi, qui est prévue, mais enfin, on ne l'a pas encore appliquée. En tout cas, merci d'être venu nous dire ça. Il est 13h23. On revient à l'actualité avec l'annonce de la grève dans les bureaux de poste. Alors, il faut savoir que les bureaux de poste n'ont pas fonctionné pendant toute la période de crise. Et au moment où ils se rouvrent, ils devraient être ouverts. C'est une annonce de grève. Michel Depape était sur place. Alors, à cette situation à la poste, nous avons dit très clairement que depuis le début de la crise, la poste a décidé de supprimer des positions de travail. Et il supprime 33 positions d'office, rien qui est au courrier. Je dis là, ça est impacté par les suppressions de postes directement, c'est le service du courrier. Alors, il faut savoir là, nous déposons préavis de grève à l'Ejari, à les sites à Jari et à les sites à Bemao. Les principales revendications, c'est, nous avons dit, l'arrêt de la méthode managériale, faite par, ça va créer l'infantilisation à travailler, mais aussi par une espèce de discrimination, notamment des représentants syndicaux. Nous avons dit, revendication que nous avons portée aussi, c'est pour l'emploi, principalement par l'emploi, parce que depuis quelques temps, nous avons une crise sociale qui a touché nous, et crise sociale là, ça aussi, prioritairement, au-delà du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale que nous avons combattu, et toutes les libertés qui sont autour de ça, nous avons une question qui est fondamentale, c'est question à l'emploi à la jeunesse. Et par rapport à ça, la Poste a décidé de supprimer un paquet de positions de travail qui est justifié, qui est calculé sur des outils sortis directement des métropoles et qui n'est pas qu'à prendre en compte la réalité du pays. Et c'est pour ça que travailler du bout, parce que quel que soit ça fait dans les réorganisations et ça qu'on proposé nous, ça n'a qu'à engendrer, ça va créer la dégradation des conditions de travail, mais aussi la qualité de vie au travail. Et puisque jamais, travailler du bout,
Et nous avons dit la poste, nous que tous côtés, si on pas attendre, parce que nous sommes la première organisation dans la poste, et nous sommes pratiquement les seuls aussi qui ont déposé des préavis de grève. Et par conséquent, nous avons dit très clairement, si on pas attendre, nous pas écouter, nous avons déposé préavis de grève tous côtés où la travailler debout. Bien, voilà, c'est dit. Donc, les travailleurs de bureau de poste de Bémao sont en grève et probablement ça va peut-être essaimer. 13h25, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Mme Mijoin. On va parler lunettes. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h34. Je vous l'ai dit, on va retrouver avec plaisir Mme Mijoin. Bonjour. Bonjour. Mme Mijoin, c'est Optique Adeline. Et on va parler du métier de lunetier. C'est ça. Générique, c'est parti. Donc, pour être lunetier, parce que les gens voient les gens lunetiers. Alors, on dit opticien lunetier ou lunetier seulement ou opticien seulement? On dit opticien lunetier. Oui. En fait, on peut dire tout simplement opticien, puisque c'est le terme générique, en fait. Ouais. Opticien, mais nous sommes des opticiens lunetiers. Donc, l'optique est rattachée à la lunetterie. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai voulu parler de mon métier, parce que c'est... Mais il faut bien, hein? Oui, parce qu'en fait, tout simplement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce métier-là. Oui. Pas plus tard que maintenant, je reçois une petite élève de 3e qui est au magasin et qui est là justement dans son stage. Et qui a envie d'apprendre plus tard. Alors, quel est le cursus scolaire pour être opticien lunetier? Alors, pour devenir opticien lunetier, il faut préparer un BTS opticien lunetier. Donc, il se fait sur 2 ans. C'est un BTS donc, qui peut se faire ou dans une école à temps plein, ou en alternance, c'est-à-dire sur 2 ans. Dans les deux cas, c'est toujours sur 2 ans en termes d'années. Naturellement, quand on parle d'alternance, on parle de patron. Donc, il faut trouver une entreprise qui accepte de vous recevoir. Et les écoles alors, on a plusieurs types d'écoles. Il y a ou des écoles privées ou des écoles publiques. Nous avons la chance en Guadeloupe d'avoir une école qui prépare... on peut le faire en Guadeloupe? Absolument. Nous avons la chance depuis quelques années d'avoir une école qui est à Providence et qui permet justement de pouvoir se former en tant qu'opticien lunetier en alternance. Et ça veut dire qu'à la fin, il y a un diplôme? Bien sûr. Alors, c'est un BTS. C'est un BTS opticien lunetier qui peut après se compléter avec d'autres éléments qui permettent de continuer à peaufiner encore plus le métier. Mais dès l'instant où on a un BTS opticien lunetier, on peut déjà exercer au sein d'une boutique. Alors, quand on est opticien ou opticienne, j'ai envie de dire opticien lunetier, mais on dit opticien lunetier, le quotidien dans la boutique, comment ça se passe tous les jours? Alors, notre quotidien, la première des choses qu'on voit de façon générale, c'est l'aspect commercial de l'opticien. Mais ce que j'ai envie, et c'est pour ça que j'ai envie d'ouvrir un petit peu la fenêtre sur notre métier, parce que l'aspect commercial ne représente que, je dirais, 5% de notre métier véritablement. Ah bon? Et en fait, donc, dès l'instant où vous arrivez donc, au magasin, la première des choses, c'est la dimension de l'accueil. Donc, un opticien va vous accueillir, va vous recevoir, va prendre le temps de comprendre les raisons pour lesquelles vous arrivez à la boutique. Tout à fait. Donc, vous interrogez pour savoir si c'est pour des lunettes, c'est pour des lentilles ou si c'est pour, par exemple, un service après-vente. Donc, ça veut dire qu'on vient avec quand même... on a vu l'ophtalmo avant, et on vient quand même avec une prescription. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça une prescription chez vous. Comment on appelle ça? C'est ça, une prescription, une ordonnance, une prescription. Nous travaillons effectivement en relation étroite avec l'ophtalmologiste, qui, donc à partir de l'ordonnance, nous pouvons travailler sur tout ce qui est conseil en matière de lunettes et de verres. Donc, l'opticien, c'est d'abord un technicien. Et j'insiste beaucoup dessus parce que, en fait, on voit souvent l'aspect commercial de l'opticien, mais l'opticien, ce n'est pas un commercial, c'est d'abord un conseiller dans un aspect technique et qui a comme support la lunette qui va être l'objet qui va le plus souvent valider notre acte. Mais dès l'instant où on choisit une monture, vous avez donc tout l'aspect technique, le choix de la monture,
le côté visagiste, le côté technique de la monture par rapport à l'ordonnance, puisque nous devons respecter une prescription. Et donc, en fonction d'une prescription, nous choisirons les lunettes qui sont adaptées. Et naturellement, tout ce qui est matière de verre, nous allons continuer aussi à avoir cette notion de conseil, de manière à ce que l'objet lunette corresponde à la fois à l'aspect esthétique, mais aussi à nos besoins, à notre mode de vie, à nos exigences personnelles et puis peut-être aussi à des problèmes, par exemple, d'allergie ou autres. D'accord. Alors, globalement, quelle est la durée d'une consultation chez un opticien? En gros, au moment où j'arrive avec mon ordonnance, et entre le moment où j'ai donné l'ordonnance et le moment où j'ai choisi mes lunettes et je peux partir en disant, comment est passé ça se passe comment? Alors, ça dépendra généralement de la personne que nous avons en face de nous. Oui. Mais de manière générale, le premier temps d'accueil va prendre entre, disons, une demi-heure pour les plus rapides et une bonne heure, voire 2 heures. Autant? Certaines personnes nécessitent parfois, ont besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour se décider et nous leur accordons justement ce temps-là de manière à pouvoir être sûr du choix qu'ils feront, puisque quand on choisit une paire de lunettes, on l'a choisi pour au moins une année, minimum, et généralement, de façon générale, au moins pour 2 ans. Donc, c'est pour cela que c'est très important de consacrer du temps, de prendre le temps de l'écoute, de prendre le temps de l'échange, de manière à pouvoir véritablement choisir le bon produit qui corresponde à la bonne personne et dans le bon cadre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un métier où on se bouscule en disant, vendre vite, rapidement, etc. Non. Moi, je ne conçois pas mon métier de cette manière-là. Je ne conçois pas mon métier de cette manière-là. Je conçois mon métier dans, justement, cette capacité de pouvoir prendre le temps d'écoute, ça c'est pour moi la chose la plus importante. La dimension de l'empathie, c'est-à-dire comprendre l'autre dans son besoin, ne pas vouloir imposer à l'autre son choix, mais de l'accompagner dans le choix qu'il sera amené à valider par la suite et pouvoir offrir toute la dimension technique et conseil que nous pouvons lui apporter parce que aujourd'hui, il y a moult choix en matière de monture et en matière de verre, pareil, vous avez des verres de plus en plus élaborés et nous sommes maintenant amenés non seulement à faire des verres qui vous permettent d'avoir une vraie correction, mais à être dans de l'individualisation en matière de choix. Alors, une fois que ce choix est fait, on a validé, qu'est-ce qui se passe? Alors, la deuxième partie. Une fois que ce choix est fait, alors souvent nous sommes amenés à faire une demande au niveau des mutuelles. Donc, il y a une partie un petit peu administrative dans une première partie. Cette partie administrative, donc la partie mutuelle, nous permet de pouvoir faire le tiers payant. Le tiers payant, c'est un petit peu comme ça se passe en pharmacie. C'est-à-dire que pour certaines mutuelles, les personnes qui s'adressent à nous n'ont pas besoin de faire l'avance des frais. Et donc, nous nous adressons et nous substituons à eux pour pouvoir faire toutes les démarches administratives. Une fois que c'est validé, une fois que le client nous a... il a validé sa commande, on va se séparer juste à ce moment-là. Mais nous, à ce moment-là, commence une autre partie du travail. La partie qu'on ne voit pas. La partie qu'on ne voit pas. Donc, la partie commande, déjà. Le premier aspect, c'est la partie commande. Donc, dès l'instant où on parle de commande, il y aura un suivi. Il y aura le suivi de la commande, la réception de la commande, valider la conformité des produits. C'est-à-dire que quand on reçoit le produit, nous devons être sûrs que le produit que nous avons commandé corresponde à l'ordonnance, corresponde à la commande que nous avons faite. Et donc, il y a une phase de vérification au niveau des éléments que nous avons. Une fois que c'est validé, une fois que tout est OK, commence la partie atelier. Ah, il y a une partie atelier. Et la partie atelier. Et ça, c'est la partie qu'on voit le moins souvent chez l'opticien. Et donc, là, nous allons passer dans la partie manuelle. Donc, la plupart des magasins, nous avons donc un atelier. Et l'atelier nous permet de pouvoir tailler les verres. De manière générale, quand on reçoit un verre, on le reçoit sous cette forme-là. Donc, le verre n'a pas de forme. Je ne sais pas si on le voit ici. Si, on le voit quand même. Mais le verre n'a pas de forme. Donc, une fois qu'on arrivera dans l'espace atelier, on a un certain nombre de machines qui nous aident aussi à pouvoir façonner. Et pendant la partie commande, nous avons pris un certain nombre de mesures.
Donc, on va prendre les mesures au niveau donc, des yeux, de la monture, de manière à pouvoir centrer le verre dans la monture, de manière à ce que le centre optique du verre, qui est la zone la plus performante du verre, soit en coïncidence avec la pupille de notre œil, de manière à ce qu'on ait le plus de confort possible. Et toutes les mesures qui auront été prises lors de la commande vont servir au montage, de manière à ce que le montage soit le plus précis possible. Nous sommes véritablement dans un métier technique, mais dans un métier de précision. Et ça, c'est hyper important à valider, dans la mesure où il suffit, et nous sommes au niveau du millimètre. Oui. Nous travaillons au millimètre, voire au demi-millimètre. Au micron, alors? Non, nous ne sommes pas au micron, mais nous sommes au demi-millimètre. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, quand une monture est centrée, quand les verres sont centrés, ils doivent être centrés au millimètre près, de manière à offrir le maximum de confort aux clients. Alors, quels sont après... alors, on a vu commande, on a vu atelier, montage, précision. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Alors, dès l'instant où les montages ont été faits, toujours contre-vérification. Toujours, dès l'instant où on a monté nos verres, nous organisons toujours pour revérifier tout ce qui a été fait avant de passer à la phase livraison. D'accord. Donc, une fois que tout est validé à notre niveau, on prévient le client. Dès l'instant où on prévient le client... Combien de jours peuvent passer entre la commande et la livraison? Alors, tout dépend de la complexité du verre. Oui. Alors, on peut avoir des verres qu'on peut avoir certaines fois le jour même, quand ce sont des verres de stock. Oui. Quand ce sont des verres qui demandent une fabrication, il faut compter entre une semaine, une dizaine, voire une quinzaine de jours en fonction de la complexité du verre. Et je pose quand même la question, et dans le magasin, il y a suffisamment de choix de montures pour que le client puisse, j'ai envie de dire, s'éclater dans les choix qui lui sont proposés? Alors, c'est là où l'opticien, il se donne les moyens de donner le maximum de choix, non seulement en termes d'esthétique, mais aussi en termes d'exigence par rapport aux montures. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir le choix le plus multiple possible, de manière justement, nous, à pouvoir être capables de répondre à la demande. Et de façon générale, en tout cas chez nous, les gens ne se plaignent pas du manque de choix. Alors, il y a une question quand même qui vient, connaître ce que, bon, on a acheté ses lunettes, mais après, on a ses lunettes, on est content, on peut casser un verre, on peut démonter sa monture en l'enlevant brutalement, etc. Comme ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Alors, avant d'arriver à cette étape-là, je vais quand même insister sur la partie livraison. Pourquoi j'insiste sur la partie livraison? Parce que c'est en contact, c'est en relation avec ce que vous dites là actuellement. Lors de la livraison, quand le client arrive, on va lui faire essayer ses lunettes. Donc déjà vérifier s'il voit bien dans ses lunettes, s'il est confort avec ses lunettes, si ça correspond à ce qu'il avait demandé. Et naturellement, lors de cet espace de livraison, nous allons aussi profiter pour donner des conseils d'utilisation et d'entretien. Pourquoi j'insiste autant? Parce que dès l'instant où vous entretenez correctement vos lunettes, dès l'instant où vous prenez soin de vos lunettes et vous prenez soin de les mettre dans la bonne boîte, vous prenez soin de les nettoyer avec les bons éléments. Nous avons eu l'occasion la dernière fois de parler de nettoyage. Vous avez moins de chances d'être dans la deuxième dimension qui est la partie SAV. Ça dit la panne. La panne, comme vous dites. Mais pour peu que vous ayez un souci, votre opticien continue toujours à vous accompagner à ce niveau-là. Et nous avons donc effectivement toute cette partie du service après-vente. Le service après-vente, donc ça passe par l'ajustage. Par exemple, une lunette qui doit tenir correctement sur le visage, sur le nez. Parfois, les lunettes glissent. Mais vous êtes amené à revenir vers nous pour pouvoir resserrer, réajuster votre paire de lunettes pour que vous puissiez véritablement vous l'approprier. Vous avez cette partie où, si vous avez une branche qui casse, à ce moment-là, on vérifie les éléments. Parfois, il y a des verres qui sont rayés de manière un peu prématurée. Donc, tous ces éléments-là font que l'opticien n'abandonne jamais son client. Une fois qu'on a poussé la porte, une fois qu'on a livré, je dis que c'est à ce moment-là que commence encore une autre partie de notre métier, qui est la dimension de l'accompagnement de nos clients. Alors, il y a une dernière dimension quand même sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. C'est ce qu'on appelle le contrôle visuel. Comment ça se passe en général quand on vient dans le magasin avec son ordonnance? Comment on fait ce contrôle? Alors, quand vous arrivez avec une ordonnance,
l'opticien peut déjà recontrôler juste la vision, c'est-à-dire faire juste un petit contrôle rapide. On travaille avec une lunette d'essai, on remet les verres donc sous la lunette d'essai, de manière à ce que vous puissiez voir si la correction qui a été posée chez le médecin correspond à ce que vous êtes amené à utiliser au quotidien. Généralement, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc, ça correspond de façon générale. Mais, il y arrive qu'au bout d'une année, 2 ans, que vous commencez à sentir que votre vision commence un peu à s'affaiblir. Oui. Et depuis quelques années, l'opticien a de nouvelles prérogatives qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir faire un contrôle visuel dans le cadre du renouvellement. Et ça permet de décongestionner un petit peu les cabinets de médecins qui sont de plus en plus... c'est-à-dire, aujourd'hui, obtenir un rendez-vous chez un médecin, ça devient parfois compliqué. Ah là, surtout chez un spécialiste. Voilà. Donc, nous, à ce niveau-là, on peut contrôler une vision, mais nous avons un cadre. Nous ne remplaçons pas l'ophtalmologiste. D'accord. L'opticien ne remplace pas l'ophtalmologiste. Mais par contre, dans un cadre de contrôle, c'est-à-dire que si vous avez entre 16 et 42 ans, que votre ordonnance a moins de 5 ans, et que le médecin n'a pas mis de contre-indication à ce que l'opticien intervienne, l'opticien peut contrôler votre vision. Au-delà de 42 ans, si vous avez une ordonnance de moins de 3 ans, pareil, l'opticien peut contrôler la vision. Et donc, pour cela, nous avons des appareils au niveau de l'examen de vue. Nous avons des appareils sophistiqués, nous avons des cadres, nous avons un cadre. Je comprends à l'antenne. Qu'est-ce que c'est ce que la dame a sur les yeux? Alors là, c'est la lunette d'essai. Ouais. Donc, la lunette d'essai, justement, permet de revérifier l'adéquation entre ce que vous dit l'ophtalmologiste et la réalité du... Voilà. Exactement. Oui. Et donc, là, ce que nous apercevons là au niveau de l'écran, c'est toute la partie examen de vue. Donc, nous avons des appareils élaborés de manière à pouvoir mesurer la problématique au niveau de l'œil. Et donc, faire le contrôle de vision et pouvoir vérifier si la correction est encore bonne. Si la correction n'est pas à évoluer, nous devons aviser le médecin, donc l'ophtalmo, en précisant que la vision a évolué et il nous donne de façon générale la validation pour pouvoir continuer. Donc entre l'opticien et l'ophtalmo, il y a quelquefois je dis un contrôle, enfin non pas un contrôle, mais un échange assez régulier quand même par rapport aux clients. Absolument, oui. Absolument. Alors, nous ne serons pas amenés à appeler l'ophtalmo systématiquement. Mais ça arrive. Mais nous avons une relation très étroite entre l'opticien, l'ophtalmo et le troisième professionnel de la santé, qui est l'orthoptiste, celui qui agit au niveau de la rééducation des yeux. Ces 3 professionnels de santé sont extrêmement liés dans tout ce qui est globalisation de la vision. Bien. Est-ce qu'on a tout dit aujourd'hui sur le métier de lunetier quand même? Oui. On a vu des choses intéressantes. Oui, alors oui, on a tout dit. Après, au niveau du métier, naturellement, vous avez les tâches diverses, que sont le choix de monture. Donc, quand on reçoit nos représentants et qu'on est amené à choisir les montures, vous parliez tout à l'heure de collection. Donc, on est amené à choisir nos collections. Il y a toute la partie administrative, la gestion, voilà. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette multiplicité de tâches au niveau de l'optique permet de développer un certain nombre de qualités chez nous en tant qu'opticiens, et nous pouvons nous exprimer à plusieurs niveaux. Alors, certains seront plus dans la partie technique, certains vont se reconnaître davantage dans la partie technique, d'autres dans la partie relation client, d'autres dans la partie examen de vue, mais toute cette diversité fait la richesse de notre métier. Et c'est pourquoi on vous retrouve à la télévision. Voilà. Alors, juste une dernière petite question. C'est un métier qu'on ne peut pas faire en télétravail? Non. Là, c'est vraiment du présentiel. Oui. Recevoir un client, on le fait en présentiel. Oui. C'est-à-dire que ça nous est arrivé en première partie de confinement de préparer l'accueil client, c'est-à-dire toute la partie recherche des besoins. On a pu le faire pendant un moment en distanciel. Toute la partie administrative, on peut la faire en distanciel, mais tout le reste, je pense que c'est très important de garder ce contact humain. Bien, merci Madame Muzirin. On termine aujourd'hui, on va vous recevoir dans quelques semaines encore, avec plaisir. Je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à dire. Il est 13h53. On attend de voir l'inauguration du pôle Relais Petite Enfance. C'était
à Gourbert. C'était Vianney Valverde. On regarde ce reportage et on va se quitter après. C'est un relais de la petite enfance, comme son nom l'indique. C'est un lieu de rencontre avec des professionnels qui relèvent de la ville, 2 agents que nous avons installés, notamment un agent ATSEM, agence territoriale spécialisée des écoles maternelles, et un agent aussi du CECAS qui permet un fonctionnement rapide, opérationnel de cette nouvelle structure d'accueil des parents, des enfants, et qui est un lieu d'échange aussi dans un climat un peu instable où les parents ont besoin d'écoute. Ça permet aussi aux familles de se rencontrer et avoir des interlocuteurs pour des échanges sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'éducation de leur enfant. Et on a de plus en plus de jeunes mères que c'est un instrument très utile à cette écoute et aussi à cette forme d'éducation, de parentalité. Le relais petite enfance, c'est un lieu d'accueil et d'information où on va retrouver les assistantes maternelles, une équipe pour les recevoir et mettre en place des actions. Les parents qui ont besoin d'informations en ce qui concerne les informations sur les gardes à domicile, les assistantes maternelles disponibles sur le territoire et bien d'autres, on recevront tous ces types d'informations ici. Si elles ont besoin aussi par rapport à leur, comme ce sont de futurs employeurs, avoir des informations par rapport aux fiches de paie et compagnie, nous serons disponibles pour ça. On est très fiers. Ça a été un dossier qui a ramé un certain temps, que la nouvelle équipe a finalisé, a trouvé de nouveaux financements avec la CAF qui finance l'opération pour l'essentiel à 80%. Pour terminer l'année, c'est les 3 derniers mois, on est sur 22 000 euros et également de la CAF. Et également pour l'année 2022, on est sur un montant de 66 000 euros. Voilà, et sans oublier aussi la structure physique qui appartient à la SIG. Donc c'est un partenariat très, très fort et où on peut sortir des projets avec une certaine constance. Nous aurons 2 agents sur site, en la personne de M. Quentin Segretier qui a une formation dans le social, donc il pourra répondre à tout ce qui concerne au niveau des retombées des parents, sur leur élaboration de fiches de paye, sur aussi de l'écoute, c'est très important. Et nous avons aussi Madame Joseph Valérie qui est une ATSEM, donc qui a travaillé dans le milieu de la petite enfance et qui pourra travailler très bien avec les assistantes maternelles et écouter aussi les parents qui viendront avec leur enfant sur site. Voilà, il est 13h56. On a terminé. On vous rappelle qu'en début de journal, on a reçu David Passeau, qui est conseiller de formation à la CCIG. C'était très important avec lui. Il a expliqué comment entrer dans cette formation de manager dirigeant ESCP. Il a donné toutes les indications. Et je vous rappelle son numéro de téléphone si vous êtes intéressé, 06 90 57 96 40 et le site internet, l'adresse internet dfci@guadeloupe.cci.fr. Ensuite, on a reçu Evelyne Ademar, chronique des entreprises, qui a donné une bonne nouvelle. Les entreprises sont aujourd'hui, peuvent offrir à leurs salariés un petit chèque de 100 € à partir de ce mois de décembre. C'est ce qu'on appelle le versement de l'indemnité inflation. Et puis, on vient d'avoir une super rubrique avec Madame Aline Mujoin sur le métier de lunetier. Elle nous a expliqué, et ça donne envie, effectivement, on peut l'appeler professeur Mujoin, parce qu'elle a bien expliqué comment on devient opticien lunetier avec un BTS, formation pendant 2 ans. Elle nous a donné toutes les explications. Sinon, l'actualité, ça a été la convocation aujourd'hui de Gabi Clavier, leader de l'UTS UGTG, devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre. Finalement, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de confrontation. On n'a pas vu monsieur le directeur du CHU. L'annonce de la grève dans les bureaux de poste, aujourd'hui, les bureaux de poste de Bémao annoncent un mouvement parce qu'après quelques jours de fermeture, il y a encore quelques difficultés. Et ça, les syndicalistes l'ont dit, le courrier va être un petit peu en suspens. Guy Losbar a été réélu, mais ça, ce n'est pas une surprise, président du Conseil général. C'était hier en direct, vous l'avez vu. Et puis, on vient de parler de ce pôle relais de petite enfance à Gourbert. Je rappelle quand même qu'il y a eu cette rencontre aujourd'hui des élus, président du conseil général, président du conseil régional, association des maires, président de l'association des maires, qui préparent
une nouvelle rencontre avec le collectif qui, depuis quelque temps, a posé un certain nombre de problèmes, notamment problématiques de la jeunesse, mais pas que. Et les élus ont fait le point tout à l'heure au conseil, au palais du conseil, non pas au palais du conseil général, à la résidence départementale. Vous avez pu suivre ça en direct. Et puis, on aura probablement d'autres réactions. Mais la question qui se pose, savoir qui sera à la table des négociations. Serait-ce le préfet, comme ça a été indiqué, ou une délégation interministérielle, comme ça a été demandé pour l'instant? Les élus ne sont pas capables de répondre. 13h58, la réalisation technique était assurée aujourd'hui par Yann. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une jeune session de Essentiel. Je vous remercie de votre attention.